Bonsoir, les cycles Kondratiev. Ce soir, je vous invite à parler des cycles Kondratiev. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de la crise de l'Occident, qui serait à la fin d'un cycle de 500 ans. Ce cycle est hautement spéculatif. Le cycle Kondratiev est beaucoup plus prouvé. Il a été, pour la petite histoire, Kondratiev c'est un économiste russe qui a travaillé donc sur la théorie des cycles et qui a déplu à Joseph Staline parce qu'en parlant de cycle, il parlait d'un comportement régulier qui revenait, alors que Staline, fervent adepte de la théorie communiste, voulait que l'on prouve que le capitalisme était condamné et que le monde allait passer en communisme. Alors, qu'est-ce que c'est que cette théorie des cycles? La théorie des cycles, c'est l'idée que, à un moment, l'économie a des périodes d'expansion et puis qu'à un moment a des périodes de récession. Qui autrement, après la pluie, le beau temps, après le beau temps, la pluie. Mais c'est plus compliqué que ça. Le cycle Kondratiev est un cycle de longue durée. C'est-à-dire qu'il s'étend sur la durée d'une vie humaine, entre 60 et 80 ans. Il y a des cycles courts, un cycle de stock, un cycle des immobilisations. Le cycle de stock dure 18 mois, le cycle des immobilisations dure 8 à 10 ans. Le cycle Kondratiev, lui, il dure 60 à 80 ans, comme je l'ai dit. Et ce cycle, il a été mis en évidence par l'analyse des mouvements de prix au XIXe siècle. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de mal à mettre en évidence un cycle Kondratiev parce que il n'y a plus de récession marquée au niveau des prix. Les prix restent inflationnistes. Mais il y a un autre phénomène qui est intéressant, c'est qu'on s'est aperçu que lorsque l'économie repartait en expansion dans un cycle Kondratiev, c'était associé à ce que Joseph Schumpeter, un autre économiste, a appelé les grappes d'innovation. Qu'est-ce qu'une grappe d'innovation? Globalement, c'est une révolution industrielle. C'est-à-dire toute une série d'innovations qui changent la donne au plan économique. Alors, par exemple, la première révolution industrielle, ça a été la machine à vapeur, ça a été le chemin de fer, ça a été les cotonnades. La deuxième révolution industrielle, ça a été les colorants industriels, ça a été les voitures à essence, et ça a été l'invention de l'électricité. La troisième révolution industrielle, ce serait l'avion pour tout le monde, le nucléaire et éventuellement l'informatique. Et aujourd'hui donc, eh bien, nous serions à la fin de ce cycle. Nous serions probablement à la fin du cycle de la troisième révolution industrielle, un cycle commencé en 1929 qui se terminerait aujourd'hui, donc vous voyez 90 ans plus tard, et qui devrait déboucher dans les années 2020-2030 sur une quatrième révolution industrielle. Alors là, on peut spéculer, peut-être que ça va être les batteries électriques, la robotique, et puis d'autres produits du même genre, on ne sait pas encore. Ce qui est intéressant, c'est pas tellement en fait le redépart. Grâce aux travaux de Joseph Schumpeter, on comprend bien comment une nouvelle révolution industrielle apparaît et déclenche le cycle. Ce problème-là est bien résolu. Ce qui est intéressant et ce sur quoi je voudrais qu'on réfléchisse aujourd'hui, tous ensemble, c'est pourquoi on rentre dans l'univers Kondratiev. Il n'y a aucune raison objective qu'on rentre dans un univers Kondratiev. Le monde est meilleur que ce qui était avant. Le monde d'après la machine à vapeur est meilleur que le monde d'avant la machine à vapeur. Et il n'y a plus de famine, par exemple. Le monde avec la voiture est meilleur que le monde d'avant la voiture. Certains nous parlons peut-être des problèmes de pollution et de pétrole, mais ça reste mineur. Globalement, la vie est plus facile avec une voiture qu'elle ne l'était avant, quand il n'y avait pas de voiture. D'ailleurs, la voiture a été adoptée au niveau mondial partout. Le monde avec des sources d'énergie plus vastes, des moyens de transport plus performants, est forcément plus aisé que le monde d'avant. Sauf que ce monde, à un moment, il va arriver à un épuisement. Et la théorie sur laquelle je vous invite à réfléchir et à penser, c'est que cet épuisement, il est lié au fait que ces nouvelles technologies atteignent ce qu'on appelle le facteur de rendement décroissant. Alors le facteur décroissant, qu'est-ce que c'est? C'est que plus vous mettez de quelque chose, au bout d'un moment,
vous n'obtenez plus d'amélioration. Donnez une pioche à quelqu'un, il sera plus efficace. Donnez 2 pioches, il sera peut-être un tout petit peu plus efficace. Donnez 3 pioches, il va se prendre les pieds dans sa pioche. Dans ses pioches. Il ne va plus arriver, ça ne va plus l'aider. D'abord, il ne fera plus de progrès, et puis à un moment, il aura tellement de pioches dans les pattes que globalement, il passera son temps à ranger ses pioches au lieu d'aller casser des pierres. Ça existe pour tout. Donner de la terre à quelqu'un, c'est bien, ça, au début, il va pouvoir cultiver. Donner plus de terre, il va passer son temps à les border, à les mettre en valeur. Et puis à un moment, il passera tellement de temps à faire ses activités qu'il n'aura plus le temps de s'occuper de cultiver sa terre. Et donc c'est ça le rendement décroissant. Et alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien justement, on parle de pollution, on parle des voitures tout à l'heure. Il y a de plus en plus de voitures, des voitures concentrées. Et à quoi arrive-t-on? À une situation où, même si on améliore les moteurs, même si on améliore les voitures, même si on dépense des milliards et des milliards en R&D automobile, ça ne sert plus à rien. Parce que globalement, si on améliore un peu les voitures, on en met plus. Et si on en met plus, il faut des systèmes de contrôle plus importants. Il faut plus de feux rouges, il faut plus de routes, il faut plus de places de parking. Et au final, on n'a pas d'amélioration au niveau de la société. Toutes les ressources qu'on met ne servent à rien. On se contente juste de rentrer dans un cercle vicieux. Et au final, la société ne bénéficie pas de cette amélioration. Et donc, la théorie est que cet hiver Kondratiev, il est déclenché par l'entrée dans cette ère des rendements décroissants. La technologie a été exploitée, on a atteint les gains fonctionnels, et maintenant si on en rajoute, on n'améliore pas la situation économique. Et comme on n'améliore pas la situation économique, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'économie dégage de plus en plus de capital, dégage de plus en plus de travail libre, et que ce capital et ces ressources, en s'investissant, provoquent une situation de déséquilibre, parce qu'ils vont s'investir dans des technologies rentables. Les technologies rentables, c'est celles dont tout le monde sait qu'elles sont rentables, c'était la technologie de la révolution industrielle en cours. Or, ces technologies ayant atteint le point de rendement décroissant, il y a un effet boule de neige qui s'entraîne, qui fait qu'en fait, ça nuit à l'économie. Cet excès de capital va nuire à l'économie. Alors, aujourd'hui, c'est facile d'en parler, parce qu'on vit avec des bulles spéculatives, on vit avec des effets négatifs de ce type en permanence. Donc il y a une perte de confiance qui se produit dans la technologie. Chacun part du principe, ah oui, la technologie c'est bien, tout le monde nous dit que ça va améliorer la vie des gens, mais en pratique, plus on en déploie, moins les choses vont. Donc la confiance se perd petit à petit dans la technologie. Et à chaque hiver Kondratiev, on a vu monter comme ça des mouvements millénaristes, écologistes, des mouvements qui doutaient de la technologie. Dans les années 30, ça a carrément été des mouvements fascistes, des gens qui placent leur salut non pas dans la science, non pas dans la rationalité, non pas dans l'esprit humain, mais dans d'autres éléments que l'on qualifiera charitablement d'émotionnels. Alors, là où c'est intéressant, donc, c'est la première chose, c'est cet effet boule de neige. On a atteint l'effet boule de neige. Ce qui se passe, c'est que dans les années 30, on a aussi conçu quelque chose qui s'appelait la théorie keynésienne. Et on est rentré dans une idée où on se dit, écoutez, on peut diriger l'économie. Donc, pour moi, on a atteint, à la fin des 30 Glorieuses, dans les années 1980, 70-80, on a atteint le point de rendement décroissant. Sauf que on n'a pas voulu s'en rendre compte, et donc on a dopé l'économie. On a dopé l'économie, comment? Par la dérégulation, par la mondialisation, par tous ces facteurs qu'on connaît bien. Et donc, de ce fait, on a retardé le point d'impact. Il y a également l'arrivée de l'informatique, qui constitue une sorte de mini-cycle Kondratiev, qui a ouvert de nouvelles opportunités, mais qui, à partir des années 2000, atteint à peu près un stade où le gain fonctionnel de l'informatique devient mineur. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gain, il y a des gains, il y a l'Internet. Mais ce qu'on nous présente aujourd'hui comme une innovation Internet, c'est juste un nouveau type de plateforme pour déréguler un peu plus. Il n'y a plus de gains fonctionnels liés à l'informatique depuis quelques années. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense depuis 2000. Les ordinateurs ne progressent plus au rythme où ils progressaient avant.
Les entreprises se sont informatisées, les gens ont un traitement de texte, un tableur, les machines qui doivent recevoir une commande numérique l'ont reçue, et aujourd'hui, bon, on peut encore faire des gains, mais ça demande beaucoup d'investissement. L'automobile, les avions ne peuvent pas être fondamentalement améliorés. Globalement, un moteur de voiture consomme autant d'essence par chevaux qu'il consommait il y a 30 ans. On fait juste des moteurs de voiture plus petits, on essaie d'alléger les voitures, on complexifie beaucoup les choses, mais le gros facteur d'innovation aujourd'hui, c'est la réglementation. Et qui dit que l'innovation vient de la réglementation, dit qu'on ne fait plus de vraie innovation, l'innovation qui fait que les gens vont se précipiter pour vous acheter quelque chose. Quand on a inventé les machines à laver, qu'on en a déployé, tous les foyers ont acheté une machine à laver pratiquement. Le lave-vaisselle a été massivement acheté. La voiture, une voiture par foyer, 2 voitures par foyer, 3 voitures par foyer. Les gens ont essayé d'avoir tous une voiture par foyer. C'était la promesse dans les années 30, une voiture par foyer. Aujourd'hui, on y est. Et on ne progresse plus tellement. Aujourd'hui, ça sert à quoi de mettre 3, 4, 5 voitures par foyer? Juste à compter les places de parking. Donc, on a atteint ce stade, et aujourd'hui, le cycle Kondratiev est en train de nous emmener donc en plein hiver Kondratiev. Alors, la bonne nouvelle, c'est que à un moment, l'été reviendra. Il y aura une grappe d'innovation. Mais il y a un lien entre cet hiver Kondratiev et la grappe d'innovation suivante. Je ne crois pas à la génération spontanée, et il est probable qu'il n'y a pas de génération spontanée. Ce qui se produit en fait, c'est qu'il y a d'autres technologies qui existent, des technologies alternatives. Simplement, pour être développé au point de la technologie précédente, il faut un énorme investissement R&D. Les premières machines à vapeur ont été conçues avec quelques personnes. Les moteurs à essence ou les moteurs diesel ont réclamé des équipes plus sophistiquées, plus importantes. Lorsque les machines à vapeur ont été inventées, c'était des artisans qui les ont inventées. Les voitures ont été inventées déjà par des gens qui n'étaient pas des artisans, mais des gens qui sortaient d'un milieu aisé, dont la famille avait déjà des actifs qu'on pourrait qualifier d'industriels. Monsieur Daimler, les frères Peugeot, c'est des familles qui avaient déjà un certain actif. On ne va pas parler des avions ou des réacteurs nucléaires. Airbus, Boeing, ce sont d'immenses conglomérats. Areva, c'est un immense conglomérat. Vous ne construisez pas un réacteur nucléaire dans votre salon. Vous construisez un réacteur nucléaire parce que vous avez une très grosse entreprise qui investit des milliards et des milliards pour le faire. Et donc, qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, en fait, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, on a des programmes. Investir de l'argent dans des activités, dans des business, ne sert à rien. Parce que globalement, avoir une machine d'il y a 20 ans ou avoir une machine aujourd'hui, tant que les pièces d'usure sont bonnes, vous vous en moquez. Et si vous entretenez bien votre machine, les pièces d'usure, vous les remplacez au fur et à mesure et vous n'avez pas besoin de racheter de machine. Donc l'incitation à investir est extrêmement faible. Et donc, les entreprises se rachètent, mais elles se rachètent pourquoi? Pour racheter les parts de marché, pas pour racheter les moyens de production. On rachète un fichier client aujourd'hui. C'est essentiellement pour ça que se passe la rachat d'entreprise. On rachète parfois une technologie, souvent un fichier client, très rarement une capacité de production. Ça vient avec, dirons-nous. Et par contre, comme les capitaux ne trouvent plus à s'investir, ils vont s'investir dans ce qu'on pourrait appeler charitablement des aventures. Des business qui ne sont pas forcément rentables, mais qui pourraient un jour le devenir. C'est ce que fait Elon Musk avec Tesla, où il dit, ça ne sert à rien que j'investisse mon argent dans les business traditionnels, je vais investir dans une voiture électrique. Bon. Est-ce que l'aventure d'Elon Musk avec Tesla marchera ou pas? C'est une chose. Mais on voit de plus en plus des gens investir dans des biotech, dans des licornes Internet, même si je pense que la vague Internet est largement passée, et dans des sociétés de robotique. Par exemple, Google a racheté Boston Dynamics. Alors, ils n'ont pas réussi à sortir des produits, mais Boston Dynamics, c'est quoi? C'est une société de robots. Et les robots seront probablement un élément de la quatrième révolution industrielle.
Donc, petit à petit, ce qui se passe, c'est qu'il y a de l'argent qui est investi dans des activités nouvelles, dans des technologies qui ne sont pas au niveau de maturité nécessaire pour les introduire dans l'économie, mais qui, si on arrivait à les faire déboucher, seraient révolutionnaires pour l'économie. Et donc, c'est là que vient la grappe d'innovation. C'est qu'en fait, à un moment, les capitaux s'investissent et que ça finit par faire une masse critique qui permet de passer le niveau nécessaire pour que la grappe d'innovation devienne viable, que ces nouvelles technologies fassent sens et que la nouvelle révolution industrielle apparaît. Et donc de ce fait, on constate ça expliquerait, à mon humble avis, l'évolution des grappes industrielles et le cycle Kondratiev. Ça explique aussi pourquoi vous avez un désinvestissement pendant l'hiver Kondratiev, donc un facteur aggravant puisque les entreprises dépensent beaucoup moins pour s'équiper, l'économie est moins entraînée, et lorsque la grappe d'innovation apparaît, l'incitation à investir revient, tout le monde doit investir pour s'équiper dans les nouvelles machines, et donc vous avez à nouveau une boulimie d'investissement